Ouais. Voilà. Ça me fait plaisir de vous avoir parce que vous avez tous des parcours incroyables, à la fois dans le privé, dans le public et dans l'associatif. Je commence par Serge Widaski, directeur général d'APF France Handicap, qui propose sur l'ensemble du territoire national tout type d'établissement ou de services pour accompagner les personnes en situation de handicap. Avant votre arrivée à la tête de cet organisme, l'APF, vous avez occupé de nombreux postes de management dans des groupes industriels comme Air Liquide, Suez, Altran. Et vous êtes entré en 2014 à APF France Handicap et vous en êtes le PDG depuis 2021, me semble-t-il. Directeur général. Et puis APF, ça pèse lourd parce que c'est 15 000 salariés, hein, c'est ça? Absolument. 30 000 bénéficiaires et 40 000 adhérents. Absolument. Voilà, Jean-Daniel Elichiri, vous avez été pendant 17 ans directeur général de l'association Aterbea, en charge de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion de personnes sans abri au Pays Basque. Et vous avez exercé des fonctions d'éducateur auprès des toxicomanes, dans la rue notamment. Et puis vous avez été inspecteur de l'aide sociale à l'enfance. Et enfin, Mathieu Sibé, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion, responsable du master cadre de santé manager à l'Université de Bordeaux et vous êtes également enseignant-chercheur à l'INSERM. Voilà. Alors, première question à tous, qu'est-ce que l'engagement pour vous finalement? Qu'est-ce que l'engagement? Qui veut commencer à répondre à cette question qui est aussi philosophique? Qu'est-ce que l'engagement ou le management? Qu'est-ce que l'engagement? Oui, à titre personnel, et qu'est-ce que l'engagement pour vous? Comment vous définissez l'engagement? Alors, moi je vais c'est une question un peu France Culture, mais parler avec le cœur. Je vais commencer peut-être par parler du management, puisque là, le sujet qui nous intéresse... Non, l'engagement pour vous, de votre point de vue, l'engagement c'est quoi? C'est moi qui conduis l'interview, c'est pas vous. Question. D'accord. L'engagement, c'est ce qui doit accompagner justement le management, c'est-à-dire inscrire dans la durée et dans la continuité une motivation qui permet une... Mais votre motivation à vous dans la vie, c'est quoi? Personnellement. On parlera du management ensuite. D'accord. Oui. Ma motivation personnelle, c'est d'activer des organisations, de faire en sorte qu'une organisation donne le meilleur d'elle-même, qu'elle sorte un petit peu de son... D'accord. Voilà. Mais pourquoi vous êtes engagé dans ce secteur de la santé ou du médico-social? Je me suis engagé dans ce secteur parce que vous l'avez dit, j'ai traversé différentes industries, nationales, internationales, petites, grandes. Et puis je me suis rendu compte que la place de l'humain dans tout ça était assez finalement secondaire. Et il me paraît quand même clé de retomber sur des fondamentaux. Et j'ai trouvé au travers d'APF France Handicap l'opportunité d'exprimer à titre personnel cet engagement. D'accord. Et ce choix, vous l'avez fait quoi? Après 40 ans? Oui, après, même bien au-delà, hein, j'ose le dire. D'accord. Ok. Jean-Daniel Elichiri, même question pour vous. L'engagement, est-ce que c'est pertinent? Est-ce que ça résonne en vous, d'une manière ou d'une autre? Oui, depuis 40 ans maintenant, environ. Donc vous n'êtes pas un nouveau converti, vous êtes, c'est du début. Oui, ça a commencé, je devais avoir 18-19 ans. Voilà. C'était d'ailleurs après une rencontre avec Guy Gilbert. Certains d'entre nous l'ont peut-être entendu. Le père Gilbert. Absolument. Ouais. Et le prêtre des banlieues, le prêtre des Loubards, ou le prêtre des cités. Oui, tout à fait. Et qui était éducateur de rue, justement. Voilà. Et donc, à partir de là, en fait, tout mon itinéraire professionnel et personnel a consisté à m'engager dans la lutte contre les inégalités et pour la justice sociale. Ce que je continue à faire aujourd'hui, même si je suis retraité du secteur social. Mathieu Sibé. Ouais, si vous voulez une réponse personnelle ou une réponse académique. Mais bien sûr, après on reviendra au thème. Alors sur une réponse plus personnelle, pour moi l'engagement, voilà, moi je suis marié
depuis plus de 25 ans maintenant. Quelle J'ai aventure! 5 enfants. Ouais, C'est une voilà, aventure quelle incroyable. aventure! C'est C'est la ça, plus belle aventure de votre vie, non? c'est ça. C'est ça que je voulais dire un peu, c'est que l'engagement, c'est une aventure. Et ça se vit au quotidien. Et en plus, avec 5 enfants, vous imaginez aussi que il y a aussi cette notion de responsabilité derrière aussi l'engagement. Voilà. D'accord. Puis l'engagement dans le secteur sanitaire et médico-social. Moi, je viens de Normal Sup. J'ai fait des études d'économie et gestion. J'aurais pu me destiner au monde de la finance plus facilement. Et finalement, j'ai été recruté dans l'Institut de santé publique et puis j'ai découvert le monde de la santé. Et puis petit à petit, je me suis engagé, notamment sur des recherches sur les ressources humaines. Et puis j'ai des engagements associatifs dans des organisations, ici sur Bordeaux avec l'Institut Don Bosco ou avec EDOMI, une association d'aide à domicile, où je suis au conseil d'administration. Voilà. Donc, en parallèle de votre activité professionnelle, vous menez aussi des engagements à titre personnel. Exactement. D'accord. Très bien. Est-ce que l'engagement, c'est une valeur qui est propre au PNL, d'après vous? On viendra au mode de management ensuite. Je sais vers quoi vous voulez m'emmener. On a préparé cet entretien. Donc, est-ce que c'est propre au privé non lucratif? À votre avis, est-ce qu'au sein du privé non lucratif, vous trouvez une atmosphère, des qualités humaines qui sont particulières et différentes du privé et du public? J'ai la parole. Je la prends. Moi, je considère que l'engagement est nécessaire à toute organisation, que ce soit dans notre secteur ou dans un autre. Moi, venant encore une fois de l'industrie, sans l'engagement des salariés, d'ailleurs Louis Gallois en a parlé hier, très clairement, vous ne faites pas, vous n'obtenez pas de la performance, vous n'obtenez pas de belles réalisations s'il n'y a pas de l'engagement de tous les parties prenantes. Donc c'est pas spécifique à notre secteur. Par contre, je pense quand même que dans notre secteur, il y a une connotation particulière qu'on évoquera peut-être tout à l'heure. Oui, alors je sais, oui, je vais vous mettre sur la voie, parce que je sais que vous tenez à dire, parce que le thème de ce débat, c'est est-ce que l'engagement est un mode de management? Mais pour vous, c'est pas un mode, c'est un levier essentiel. Absolument. C'est un levier clé. Dans la mesure où, dans notre secteur, ce qui est fondamental, et moi je le découvre depuis 1 an seulement, j'ai pris mes fonctions il y a 1 an, et je dois dire que j'ai eu un passage personnel que je voudrais partager, c'est qu'on m'a collé l'image qui était la mienne d'un homme d'industrie, et donc oui. Les syndicats ont réagi tout de suite en disant « Ouh là là, un manager de l'industrie à la tête d'une organisation comme la nôtre, c'est APF France Handicap à la bourse demain. » Ouais. Vous voyez tout de suite des caricatures très fortes. Non, mais ça, c'est le côté bien français, d'où tu viens, camarade. Voilà, exactement. C'est-à-dire, on vous colle une étiquette et on vous la colle toute votre vie et vous avez du mal à vous en défaire. On a du mal à s'en Ça, défaire. c'est les préjugés bien français. Ah oui, complètement. Et alors, vous avez dû lutter contre ça? Ça a duré longtemps? Ça a été compliqué? Visiblement, le mode de management et l'engagement sont des valeurs qui sont universelles pour toute organisation. Et aujourd'hui, je crois que la question se pose plus au sein d'APF France Handicap. Je pense que cette image a été petit à petit supprimée. Mais néanmoins, je voudrais revenir sur justement la notion d'engagement qui est et c'est ce qui est fondamental dans notre métier, c'est que on a de tels turnovers que on a des difficultés à inscrire dans la continuité, dans la durée finalement des engagements. Et c'est ça qui est important. Donc on doit réussir absolument à inscrire dans la durée cette motivation qui fait que on arrive à construire des choses sur une certaine durée. Jean-Daniel Elitchiri. Oui, en fait, je prendrai l'exemple des jeunes que je rencontre aujourd'hui. Alors, les générations Y et Z. C'est la génération zapping aussi, en matière de boulot, souvent. Oui, absolument. Mais en l'occurrence, j'ai la chance aussi de les croiser à la fois dans des formations de travailleurs sociaux comme de cadres de direction, et puis dans divers mouvements militants aujourd'hui sur le Pays Basque. Ce que je constate, c'est que pour ce qui concerne les futurs travailleurs sociaux ou déjà engagés dans le travail social, ils récusent plutôt le modèle sacrificiel dans lequel
un grand nombre d'entre nous étaient engagés jusqu'alors. Je me donne corps et âme à mon métier, à mon activité. Absolument. Oui, de manière quasi sacerdotale, disons. Ouais. Il fonctionne un peu en silo. C'est pas le même silo que le ministre de la Santé tout à l'heure, mais voilà. Il y a des parois étanches entre le travail, la vie privée. Oui. Encore que le télétravail fait que ces parois sont de moins en moins étanches. Oui, mais souvent au bénéfice de l'employeur. Ouais. Voilà. Eux, ce à quoi ils aspirent, c'est d'abord à s'épanouir dans leur travail, mais à s'épanouir sans perdre leur vie à la gagner. Ils recherchent un environnement institutionnel qui va être cohérent, qui va permettre une cohérence entre les valeurs professionnelles et puis les valeurs très précisément réalisées au sein de l'institution. Et puis, ils veulent vivre une expérience professionnelle émancipatrice. Alors, émancipatrice dans le sens de la transformation. Et à partir d'un projet qui sera partagé, un projet collectif qui sera partagé. Et ils n'accepteront pas, et c'est ce qu'ils remettent en cause et ce qui d'ailleurs commence aussi à nous poser problème en termes de management, des rapports hiérarchiques qui soient par trop pyramidaux ou directifs. Voilà, bon, j'y reviendrai. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Mathieu Sibé. Oui, sur cette question, est-ce que c'est spécifique au secteur associatif Moi, j'ai envie de dire que historiquement, quand même, l'association, elle est fondée quand même sur cet acte militant de porter un projet collectif avec un idéal, et que finalement, toutes les associations sont des associations à mission. Voilà, avec des organisations missionnaires, on dirait dans mon jargon de chercheur en management, donc qui visent un idéal et qui doivent par contre s'organiser pour atteindre cet idéal-là. Alors la difficulté, c'est que historiquement, c'est peut-être ça le déclencheur. On peut dire qu'il y a de l'engagement dans ce secteur, mais plus particulièrement, quoi. Mais aujourd'hui, ce que l'on observe avec finalement une forme un peu de standardisation des organisations dans leurs objectifs, dans les moyens, dans les outils qu'elles mettent en œuvre, et dans cette nouvelle gestion publique, ce qu'on appelle le New Public Management, quoi. Bien, finalement, on n'arrive plus très bien à distinguer ce qui fait la différence entre une organisation du médico-social associative, d'une entreprise du secteur lucratif, des fois. Vous voyez. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un message qui peut être un peu brouillé, parce qu'on recherche finalement une rentabilité économique. On a des grosses structures, la mutualisation de ces entreprises, de cette concentration, ce qui était un peu... C'est vrai que l'engagement est devenu un mot un peu à la mode, un peu galvaudé, un mot valise finalement. Comment vous lui donnez corps au sein des APF? Déjà, je pense que l'engagement, il faut le manager, justement. Et moi, je voudrais faire part d'une allégorie auquel je tiens beaucoup, vous connaissez certainement tous, et qui, à mon avis, reflète bien la notion d'engagement, et on va faire le lien ensuite avec notre secteur. C'est, vous savez, cette histoire d'un voyageur au Moyen-Âge qui, à l'occasion de ses tribulations, arrive dans une petite ville. Et il arrive sur une place, et il y a une centaine de personnes qui sont assises par terre, un burin dans la main, un marteau dans l'autre, avec des pierres devant eux, et puis dans un vacarme pas possible, le voyageur pose la question première personne qu'il rencontre, « Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» La personne lui répond, vous voyez bien, je casse des pierres. La personne, le voyageur, pas tout à fait convaincu encore de ce qu'il est en train de voir, s'approche du deuxième, un peu plus loin, et lui pose la même question. Et la personne lui répond, monsieur, vous voyez bien, je fabrique des briques. Ah, très bien. Et toujours pas complètement convaincu, il s'approche d'un troisième qui lui dit, monsieur, vous voyez bien, je suis en train de construire une cathédrale. Et je crois que c'est ça, je pense, le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'il faut réussir à porter une organisation dans sa globalité en s'assurant que chaque individu construit une cathédrale. Et dans notre secteur, je peux prendre un exemple, une aide-soignante
qui va simplement distribuer des médicaments de manière mécanique, elle casse des pierres. Cette même aide-soignante qui participe à un projet d'établissement, à la construction d'un projet d'établissement, cette personne, cette aide-soignante, va fabriquer des briques. Cette même personne qui participe, par exemple, à la construction du projet associatif, dans notre cas, ou bien qui participe à un salon d'emploi et qui, avec passion, va parler de son métier, elle construit une cathédrale. Donc c'est vraiment ça, je crois, le nerf de la guerre. Il faut réussir à construire cette cathédrale et il faut réussir à maintenir la flamme de l'engagement au travers de cette, je dirais, de cette démarche. Jean-Daniel Elichiri, oui, c'est vrai qu'il faut savoir raconter une histoire. Et toute entreprise, tout métier à la base, c'est raconter une histoire et dépasser la tâche du quotidien pour lever un peu la tête en se disant voilà à quoi je participe, à un projet collectif. Je pense que c'est important, mais c'est le rôle du manager, ça, de raconter cette histoire, de savoir raconter cette histoire à ses salariés ou aspirants salariés. Non ? Enfin, d'élaborer un récit. Oui, d'élaborer un récit. Non, mais raconter une histoire. Surtout ne pas raconter c'est des pas histoires. Se raconter une histoire ou raconter l'histoire. Non, non. Oui, bien sûr, absolument. Et donc, aujourd'hui, moi je pense... D'ailleurs, il faut se méfier de ça, parce que si on raconte des bêtises, très vite, on est découvert. Absolument. Et c'est pire que tout. Oui, tout à fait, tout à fait. Et on se retrouve à découvert du point de vue managérial, justement. Parce que là, il y a une rupture dans la relation de confiance, qui est fondamentale. D'accord, mais alors vous, qu'est-ce que vous racontez comme histoire aux gens qui travaillent avec vous ? Aujourd'hui, je pense que nous sommes vraiment à un carrefour dans lequel nos institutions doivent faire le choix entre poursuivre une mission de solidarité, d'association de solidarité engagée pour le Mais il faut oser l'affirmer, parce que souvent, oui. On le dit du bout des lèvres, on n'ose pas. Mais j'y viens. D'accord. Je vais le définir. Ok, pardon. Et l'autre alternative serait de se conformer à ce que parfois les pouvoirs publics nous astreignent, c'est-à-dire à être des opérateurs instrumentalisés. Alors, dans le premier cas de figure, être faire vivre une association de solidarité qui soit un tant soit peu militante. Ça suppose quoi ? Ça suppose un projet sociopolitique de transformation sociale sur un territoire. Chacun de ces termes me paraît fondamental. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai fait le choix, il y a maintenant 20 ans maintenant, de m'engager seulement sur le Pays Basque. S'il y a un territoire qui a une personnalité forte, c'est bien le Pays Basque. Oui, absolument, mais ça n'était pas dans une recherche de repli identitaire comme on pourrait éventuellement le penser, vu mes origines. Non, ce n'était pas du tout de cela qu'il s'agissait, c'était de tenter de faire évoluer localement à partir d'une certaine vision des relations sociales et de l'idée de ce que j'indiquais auparavant, de justice, de voir comment ça pouvait évoluer. Donc, construire sur le plan managérial, institutionnel, ce type de projet me paraît la base. D'accord. Et pour moi, ça reste un peu flou là. Donc, je rappelle que vous êtes directeur général de l'association ATERBEA en charge de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion des personnes sans abri au Pays Basque. Ok. Bon, je viens vous voir. Ou alors, vous avez envie de me recruter. Faisons comme si. Laissez-moi cette illusion quelques minutes. Comment vous allez me persuader de venir travailler avec vous ? Qu'est-ce que vous allez dire à un apprenti ou un salarié aspirant à venir travailler à vos côtés ? Vous lui dites quoi ? Avant tout, je vais lui présenter le projet associatif, justement. Et un projet associatif, quand je parle de projet sociopolitique... Non, mais restons sur ATERBEA, justement. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire, justement. Vous précisez qu'en l'occurrence, c'est un projet dans lequel on s'autorise aussi à avoir un regard critique sur les politiques publiques et à prendre position... à partir du territoire et des besoins de la population, y compris ce qu'on a fait, ça a été de mener des actions dans la rue pour défendre les droits des personnes. Et ensuite, je lui demanderai quelles sont ses attentes à lui.
et qu'est-ce qu'il peut apporter au cœur de ce projet. Voilà, ce seront les 3 temps de la rencontre. D'accord, donc vous lui racontez l'histoire de l'association, dans quoi elle s'inscrit, vous lui racontez le territoire, voilà. Et vous lui racontez aussi en quoi il peut être utile donc vous pourrez à ce projet. À l'issue de notre oui, rencontre, pourquoi pas, oui, bien sûr, je serai bientôt à la retraite, donc pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Alors, Sergi Davski, comment encore une fois donner corps à cette notion d'engagement quels sont les mots qu'il faut employer auprès de ses salariés? Alors, déjà, chez AP France Handicap, on a une situation un peu favorable qui est que on est une association militante tout en étant une association gestionnaire. Et la militance, en fait, est née bien avant la gestion. Donc, exactement ce que vient de dire mon voisin de droite, on est une association, mais la particularité que je trouve formidable et qui est justement motivante en termes d'engagement, c'est que le projet associatif, il est biodégradable à durée de péremption 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on refait absolument tout, on le détruit et on le reconstruit. Oui, sauf que la défense, le programme quand même, le projet essentiel, c'est la défense de la situation des personnes handicapées. Notre raison d'être, c'est le soutien des personnes handicapées en situation de handicap. On a une raison d'être qui est de la défense des droits des personnes handicapées et surtout de construire un quotidien pour les personnes en situation de handicap qui soit agréable et vivable. Mais néanmoins, donc il nous faut le fait qu'on reconstruise complètement un projet associatif, tous les 5 ans, c'est quelque chose qu'on fait tous ensemble, c'est-à-dire les salariés, les bénévoles, les adhérents, les élus, tout le monde, le management. Il faut réanimer la flamme tous les 5 ans. Il faut réanimer la flamme complètement, ça dure 1 an ce processus. C'est un processus où les salariés justement peuvent exprimer leurs frustrations, leurs envies, et donc la participation est une des clés, je pense, de l'engagement. Le fait que les équipes ou individuellement on participe à la construction d'un projet collectif, c'est clairement la clé de l'engagement. Et là, en plus, je dirais que nous, on procède par 5 ans. Donc, on s'assure en quelque sorte d'une forme de présence pendant 5 ans dans son engagement. Mathieu Sibé, en matière de... Quel est le rôle du manager, justement, dans la construction du avant ça, je voudrais juste discours rebondir autour de l'engagement. Si vous me permettez, je voudrais rebondir sur les vices et vertus de l'engagement aujourd'hui, où on voit que ça peut être un slogan. Voilà, et sans faire offense ici à la FEAP, mais c'est même écrit ici, quoi, les engagés. Et que... Il y a un film, d'ailleurs, qui vient de sortir qui s'appelle Les Engagés. Oui, et je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, voilà, donc ça, il faut faire attention à ça. Et donc c'est vrai que il y a besoin d'une explication, quoi, d'une pédagogie du projet associatif, et que quelquefois on l'a peut-être un peu oublié, et que on a résumé la notion d'engagement à sa forme juridique, quoi. Tout simplement, je signe le contrat de travail, c'est bon, je suis engagé, et on n'a plus expliqué quelle était cette dimension militante, cette dimension de plaidoyer que l'on doit faire, en plus de gérer les affaires courantes. Et donc ça, je pense que c'est un point important. Et puis après, les gestionnaires, justement, ont amené une autre vision de l'engagement qui était plutôt celle du comportement. Ça se voit, quelqu'un d'engagé. Il y a même une métrique. Le nombre d'heures que je passe au bureau à pas d'heure, quoi. Hein, qui peut avoir aussi ses vices, quoi. C'est un moyen de rendre obéissant. Voilà. Pour moi, ça peut être un risque d'un système un peu oppressif, quelque part. Et que dans cette situation, c'est soit tu restes ou tu t'en vas, soit c'est ce que l'on voit apparaître aujourd'hui, le quiet quitting, c'est-à-dire le côté démarche de démission, mais silencieuse. La démission silencieuse. Voilà. Or, ce que vous avez dit, c'est que ça doit se manager, oui, parce que en fait, l'engagement, c'est un phénomène psychologique. C'est un phénomène, c'est un processus qui se construit dans un sentiment d'attachement, dans un sentiment de loyauté qu'on peut avoir vis-à-vis de l'organisation. Et chez nous, on parle de contrat psychologique. Et c'est ça où il faut déterminer les paramètres de ce contrat, les leviers. Donc après, on pourrait parler de quels sont les déterminants de ce contrat. Serge Widaski, si on allait un peu plus loin dans cette notion, parce que derrière engagement, il y a aussi le dépassement de soi, qui peut paraître un peu désuet aujourd'hui, en tout cas au sein de l'entreprise. Il y a aussi l'esprit d'équipe, le sentiment d'appartenance. Est-ce qu'il y a tout ça dans l'engagement, ou est-ce qu'il faut changer un peu ces ingrédients, en rajouter d'autres?
ce que vient de dire mon voisin de gauche est fondamental. Il faut qu'il y ait un objet commun. Il faut définir un objet commun. Et là, je trouve que ce qui est important dans notre organisation, ce qu'on essaie de faire, et je pense que vous le faites tous ici dans la salle, c'est en permanence expérimenter. L'expérimentation, l'innovation permet la mobilisation des équipes, puisque par définition, on va vers quelque chose d'inconnu, en général d'ambitieux, donc on va essayer de se dépasser individuellement et collectivement. Et donc, au travers de ces expérimentations, et elles sont très nombreuses, nous, on essaye systématiquement d'y être, absolument toutes, y compris des magnifiques, d'ailleurs, innovations avec la FEAP, comme cette équipe, Andinov, par exemple, avec la FEAP, où les équipes, on construit des équipes de soins qui permettent de donner l'accès aux soins à des personnes qui ont renoncé ou qui n'ont pas accès aux soins. Enfin, ce qui est important, c'est que les équipes se sentent investies d'une mission particulière, et en l'occurrence, les innovations, les expérimentations permettent cet engagement et ce surpassement, en quelque sorte, du quotidien. Et donc, l'attractivité des métiers est un peu liée à ça aussi. Et je crois qu'aussi, on est un peu contraint aujourd'hui. L'ONU, par exemple, qui impose à la France d'évoluer un peu sauvagement, d'ailleurs, dans leur façon de le formuler, vers la désinstitutionnalisation, vers plus de domiciliation, nous oblige à faire évoluer notre offre de services. Donc, on se doit, c'est une obligation, de faire évoluer notre offre vers autre chose, et donc que ce soit au travers d'expérimentations. Se rapprocher des bénéficiaires plutôt que de les faire venir à soi. Oui, de proposer des panels de services à domicile. Il faut qu'on invente, en quelque sorte, qu'on expérimente des habitats, des accès aux soins, dans tous les champs de la vie sexuelle et affective, par exemple. C'est aussi un champ sur lequel il est important qu'on évolue. Les expérimentations possibles sont extrêmement nombreuses et c'est un terreau favorable à l'engagement des personnes. Jean-Daniel Elitchiri, parce qu'on parle de management, mais il y a aussi la communication externe, c'est-à-dire que ce qui est important aussi, c'est l'image que l'on renvoie à la société, aux autres, parce que ce sont les recrutements de demain, c'est la communication, c'est l'image que l'on donne de soi-même qui est aussi importante. Oui, bien entendu, surtout en travail social, où les rumeurs vont vite. Et donc, les images se construisent, en fait, dans la durée. Ce qui importe, me semble-t-il, en tant que dirigeant, c'est d'accepter, nous, de nous situer dans la durée, c'est-à-dire au moyen, long terme. Avoir un projet qui n'est pas calé ou calculé sur les durées aujourd'hui des échéances électorales, par exemple, qui contraignent à avoir là des objectifs qui seront difficilement réalisables en quelques années. Ça, c'est un premier point. Ensuite, dans nos institutions, c'est aussi mettre en place, et là je pense que ça demande aujourd'hui une forme de bouleversement dans le rapport asymétrique que nous, travailleurs médico-sociaux, entretenons avec les personnes accompagnées, les usagers. C'est un rapport de pouvoir. Et ça, c'est pas rien. Nous, on a essayé au sein de l'association, on avait commencé il y a quelques années, il y a 6-7 ans. Et en fait, j'étais en plus en bonne place pour pouvoir amener cela, parce que j'ai été formé ainsi, c'est-à-dire à avoir justement une posture de sachant par rapport à celui qui, avec ses failles, ses défaillances, vient me demander de l'aide. Et donc ça m'a demandé moi-même un travail de réorganisation de la façon dont je voyais le travail social. Ensuite, et je vous rejoins. Mais pardon, c'est-à-dire, je prolongeais là-dessus, ça m'intéresse. C'est-à-dire la façon dont
j'allais accepter. Je vous donne un exemple. Ouais. Dans nos centres d'hébergement et de réinsertion sociale, donc il y en a plusieurs, il y a au total une douzaine d'établissements et services sur le Pays Basque qu'ATRBA gère. Et il y avait trois interdits fondamentaux. C'était violence, alcool, c'est la loi institutionnelle, alcool et autres drogues. Et puis, l'alcool notamment dans les établissements. Sauf que on s'est rendu compte qu'en fait, on demandait aux personnes d'arriver finalement guéries, pour la plupart d'entre elles, surtout les hommes qui étaient dans la rue. Donc, on a pu imaginer, et ça s'est passé juste après mon départ en retraite, donc ça se poursuit, j'en suis absolument ravi, la mise en place d'un hébergement, enfin c'est un hébergement qui est en tiny house, où la consommation d'alcool est autorisée. Mais ça a demandé, du coup, de ne pas avoir, de la part des travailleurs sociaux et de nous-mêmes, la même attitude de contrôle par rapport à la manière dont on percevait et on analysait ce que devait devenir la personne. Et donc, ça bouleverse un certain nombre de choses. En fait, on change le point de vue, en fait. Ah oui, absolument, absolument. On se met du côté du bénéficiaire. Ah, tout à fait, tout à fait. Au lieu de penser à organisation et... Oui, mais c'est une véritable révolution copernicienne, personnelle et professionnelle, et institutionnelle. Et donc, par rapport à la créativité, par rapport à l'expérimentation, moi, j'ai associé aussi la nécessaire possibilité de créativité pour les salariés, quels qu'ils soient. Ce qui suppose aussi d'accepter une certaine prise de risque de la part des dirigeants. Une prise de risque qui va être contrôlée, bornée, hein, évidemment. Mais aujourd'hui, on est dans une telle pesanteur normative, une forme de harcèlement textuel, que ce périmètre-là, autorisé, se réduit peu à peu. Rapidement, dans certains secteurs, très rapidement. Vous sentez la même chose de votre côté, Mathieu Sibé ou Serge? Oui, c'est certain. Non, mais j'ai rien à rajouter de plus que ce que vient de dire mon voisin de droite sur cette question. Moi j'insiste beaucoup sur la nécessité de sortir en permanence de la boîte, d'inventer, de créer. Et on a, au sein de notre organisation, c'est tellement, je dirais, fondamental qu'on a créé même un laboratoire. On a créé un Tech Lab qui permet justement d'identifier de nouvelles technologies, via le numérique ou pas, de façon à, en permanence, avoir un cran d'avance sur ce qui peut être disponible, à la fois pour nos professionnels, nos ergothérapeutes, nos psychomotriciens, etc., pour bénéficier de bien en avance, de pouvoir tester. En plus, on a cette chance d'avoir 30 000 usagers, donc ça veut dire qu'on peut, au travers de nos usagers, faire des essais s'ils l'acceptent, hein, bien entendu, hein, c'est avec leur consentement, bien évidemment, d'utiliser la qualité d'usage, donc la qualité en quelque sorte de l'expérience de la personne handicapée, pour tester telle ou telle nouvelle technologie ou telle application, et ensuite, au travers de nos Tech Labs, mettre ça à disposition de nos professionnels, de façon à faciliter leur vie quotidienne dans leur accompagnement. Donc, moi j'insiste beaucoup sur cette absolue nécessité d'être en gestion dynamique. C'est-à-dire que nous demandons en fait à tous nos managers de ne pas être des gestionnaires d'établissements, mais d'être des bâtisseurs de solutions. C'est fondamental, c'est essentiel. Cette agilité, cette souplesse, elle est propre au privé non lucratif ? Je pense qu'en tout cas, elle est nécessaire. Je ne pense pas qu'elle soit propre à notre secteur, mais je pense qu'elle est absolument vitale pour notre secteur. Mathieu Sibé ? Oui, moi j'acquiesce à ça d'un point de vue plus académique, quoi. Ce que l'on voit, bon, la notion d'innovation, derrière, c'est la notion de projet, en fait. Encore une fois, c'est la possibilité d'ouvrir le champ des possibles. L'autre chose qui a été dite, c'est la participation
au projet collectif et d'être inclus quoi, dans la co-construction de son Du travail, projet. en fait. D'être véritablement associé, de ne pas être un simple exécutant, quel que soit le niveau de qualification requis par le poste. Et je vois, moi, pour m'être intéressé un peu au concept de Magnet Hospital, les hôpitaux magnétiques, c'est un label nord-américain, un peu ésotérique comme ça, magnétique, mais si on le traduit en français, c'est hôpitaux aimants, ces établissements où il fait bon travailler et bon se faire soigner, qui ont un peu cette symétrie des attentions entre le patient, le résident et le professionnel, qui prête autant soin à l'un qu'à l'autre. Mais c'est un label? C'est un label américain. D'accord. Qui désigne des établissements qui ont cette capacité. Du coup, le résultat, c'est d'attirer et de fidéliser les professionnels de soins. Et vous travaillez pour un hôpital qui a ce label vous-même? Alors en France, ça n'existe pas. Ah d'accord. C'est nord-américain. Mais par contre, on peut s'inspirer des caractéristiques, notamment celles qui pourraient être transposables, et notamment au niveau du management. Puisque, oui, les leviers, si on revient sur les leviers de l'engagement, ils sont multiples pour le manager, et toutes les théories de la motivation ou les théories du leadership, de comment on se dépasse, etc., ont beaucoup de choses à nous apprendre. Ce que l'on voit, c'est que c'est multidimensionnel, ces leviers. Ça passe par la finalité, le contenu, la charge du travail, le sentiment de justice, voilà, la sécurité financière aussi, qui est importante aujourd'hui. Et puis, voilà, cette recherche surtout d'adéquation des objectifs de l'employé avec de ses attentes, avec les objectifs que poursuit et les valeurs que porte l'organisation. Et là-dessus, moi, enfin, les quelques études qu'on a faites là dans des services hospitaliers montrent que même s'ils sont pas magnétiques, on arrive à trouver des services qui ont ces caractéristiques positives parce que c'est une histoire de posture, en gros quand même managériale cette fois-ci, pas que incarnée par le chef. Certes, c'est important. Il faut que ça soit un chef de service. Ils nous disent plus je perçois que mon chef de service est exigeant avec moi, mais une bonne exigence professionnelle, stimulante. Qui permet de faire grandir. Il me fait grandir, il me transforme. Dans mon vocabulaire, on appelle ça un leadership transformationnel. Il y a cette figure-là qui est importante et il faut travailler sur la formation et la posture managériale de ces chefs. Voilà, quand dans des établissements, certains, alors c'est moins le cas dans le médico-social, mais à l'hôpital, par exemple, les médecins qui sont chefs de service n'ont jamais reçu une formation au management et à la relation humaine. Donc c'est un point important, je pense, à travailler et qu'il faut toujours remettre sur la table. Et après, les deux autres points qui sont importants, de ce que nous, on a, par nos études, les corrélations que l'on peut faire avec l'engagement, justement, l'implication des professionnels, c'est l'empowerment, ou la capacitation, le fait que je peux participer aux prises de décision dans les staffs le matin. Je suis aide-soignant, je suis ASH, agent de service hospitalier, je peux aussi participer avec l'infirmier ou avec le médecin sur la lecture que l'on a du patient. Et j'ai droit à la parole. Et je peux m'autoriser à tester, à expérimenter, à lever le doigt, en gros. Voilà. C'est des choses simples. Et puis le dernier point, c'est un peu décloisonner, désiloter, comme vous avez dit. C'est ce climat relationnel de collégialité entre les professions. On a construit nos organisations sur des pyramides, sur des hiérarchies professionnelles. Et aujourd'hui, on voit bien que le soin, l'aide, il faut une réponse pluridisciplinaire. Et donc, il faut que chacun soit respecté dans sa sphère de travail. Et pas un pouvoir sur les autres, mais un pouvoir avec les autres. Le médecin avec l'infirmier, le psychiatre avec l'éduc, voilà, dans les structures. Et ça, c'est tout un travail éducatif à construire. Oui, mais ça, il faut y consacrer du temps. Et donc, c'est un temps en moins qu'on ne passe pas auprès du patient ou à résoudre d'autres problèmes. Mais en tout cas, ça vaut le coup. Il faut réorganiser le travail et le temps de travail en se disant, ça vaut la peine de passer du temps avec ses salariés pour leur expliquer vers quoi on va, quoi. Oui, je passe mon temps, moi, justement, quand je vais dans les colloques comme ça, à redire qu'il faut remettre le travail en débat. Il faut discuter du travail et que c'est pas un temps perdu. Donc il faut arriver à s'organiser pour dégager ces espaces de parole. Et il y en a plein, quand même, dans le secteur sanitaire et médico-social. Je parlais des staffs.
les analyses de pratiques professionnelles, les supervisions, etc. Et il y en a plein d'espaces où on peut parler du travail. On parlait de la difficulté à recruter. Est-ce que c'est un argument que vous mettez en avant auprès des personnes que vous voulez recruter ou qui viennent vous voir et qui sont intéressées à travailler avec vous, le fait que vos établissements au service soient structures privées non lucratives? Est-ce que c'est un argument que vous mettez en avant spécifiquement? Alors, en ce qui nous concerne, je dirais que c'est plus qu'un argument. On va chercher à recruter des personnes qui, au-delà de leurs simples compétences, ont vraiment une appétence, je dirais, à l'engagement. Et c'est des choses qui doivent s'identifier dès le recrutement. C'est vraiment un élément clé. Je dois dire que on parle beaucoup de la grande démission, hein, vous avez évoqué tout à l'heure le sujet. L'engagement dans notre secteur permet, et dans notre cas c'est très clair, de ne pas connaître tellement cette grande démission. Il est très difficile de recruter aujourd'hui, on a cette difficulté actuelle, mais quand je regarde les chiffres, de manière complètement, je dirais, dépassionnée, on a un turnover de 10-15% actuellement, qui est le même que celui qu'on avait il y a 5 ans. Bien avant, je dirais, toutes les tensions, tout ce qu'on a connu, toutes les difficultés. 10-15%, c'est pas beaucoup. C'est parallèlement, si on compare à d'autres secteurs. C'est notre réalité. Alors, je ne sais pas si elle est partagée par tous dans la salle, mais en tout cas, chez nous, c'est le chiffre qu'on a, qui est le nôtre. Ouais. Et ça, pour moi, ça révèle, je pense que l'engagement, le fait que on a choisi finalement nos salariés, ou en sens inverse, nos salariés sont venus parce qu'ils savent qu'ils vont donner du sens à leurs actions quotidiennes, par la participation, par l'innovation, par l'autonomie qu'on leur laisse, parce que c'est tout ça qu'il faut manager. Il faut vraiment, moi je crois beaucoup à ça, hein, qu'il faut vraiment manager l'engagement. C'est ça qui fait la différence, et ce qui fait que finalement les gens ont envie de rester. Parce qu'ils ont cette envie, ils ont cette vision, cette visibilité plutôt, qui leur permet de s'inscrire, de s'épanouir dans ces trajectoires. Comme on est un peu en avance sur le programme, je crois qu'il y a est-ce qu'il y a des micros dans la salle ou pas? Est-ce qu'il y a des possibilités pour vous de poser des questions peut-être ou de non? Personne ne peut parler. J'ai pas plus de succès qu'hier. C'est dommage. Oui, on peut leur passer un micro, mais apparemment, non. Il n'y a pas de candidat, donc on est assez complet. Ah, si. Ah, là-bas au fond. Voilà. Merci. Si vous voulez bien vous présenter, madame, et faire part de votre réflexion ou poser une question. Ah, vous voulez monter sur scène, mais pourquoi pas, oui. Ah, non. Ah bon, je croyais que c'était vous qui vouliez poser une question. Non. Ah, c'est là-haut. Bon. Ah oui, donc alors c'est là-haut. Oui. Pardon, excusez-moi. Ah, merci. Non, je ne veux pas poser de questions, mais je veux quand même rebondir à ce que vous avez dit. Vous voulez bien vous présenter, madame? Comme ça, Oui, je suis Françoise Talin. J'étais cadre en psychiatrie à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Dinan. Et Merci. donc, je suis à la retraite depuis 2006. Et je rebondis, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que j'ai eu la responsabilité en tant que cadre d'un hôpital de jour, la mise en place d'un hôpital de jour sur Saint-Brieuc. C'était le premier hôpital de jour pratiquement en Bretagne. Hein. Je veux dire, peut-être pas le premier, mais le deuxième en fait, à Saint-Brieuc. Et tout ce que vous dites, donc ça s'est passé en 1981, et tout ce que vous dites, je suis très contente de vous entendre dire ça parce qu'on n'entendait plus. Si vous voulez parler d'innovation en psychiatrie, bon, ça se fait parce que les équipes travaillent, enfin, etc. Mais j'ai connu, vous voyez, cet engagement, les recherches que nous faisions avec les malades. Vous savez, ce n'est pas du temps perdu. Vous parliez de staff, ça existait aussi à ce moment-là. Mais nous avions un directeur qui était partant aussi. Vous voyez, il était tout à fait battant et OK avec nos propositions de sortir les malades de l'hôpital de jour et faire des activités avec le réseau. Donc nous avons développé le réseau
Et ce que vous dites, si vous voulez, en 1981, moi je l'ai connu. Et par contre, effectivement, tout ce que nous avions mis en place, avec la lourdeur administrative, les responsabilités, eh bien vous voyez, tout ça n'existe pratiquement plus. Ils font autre chose, hein, mais nous faisions des activités thérapeutiques avec des professionnels de sport, par exemple. Nous avons fait du bateau, nous avons fait de la varap, enfin des courses d'orientation, des choses comme ça. Vous voyez, c'était en 1981. Et c'était l'équipe avec laquelle je travaillais, le médecin et la psychologue, que nous travaillions. Et c'était vraiment le travail d'une équipe. Et ça, c'est une question, je trouve, à poser actuellement. Et donc c'était, j'imagine, plus facile à l'époque parce que, d'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure, il y a de plus en plus de normes, de réglementations, de pesanteur administrative qui font voilà, l'imagination est un peu bridée. Oui, oui. Et puis par ailleurs, il y a aussi les oubliés du Ségur. Du Ségur. Alors, c'est le Ségur de la santé qui a permis une revalorisation salariale pour certains professionnels. Mais aujourd'hui, il y a deux types de professionnels qui sont encore, ils ne sont pas pris en compte par cette revalorisation. Ce sont ceux qui travaillent, qui sont des travailleurs médico-sociaux, qui interviennent dans les GEM, les groupements d'entraide mutuelle pour les personnes présentant des troubles psychiques ou des maladies mentales stabilisées. Ce sont ceux qui travaillent dans des lieux de vie, ceux qui interviennent dans les services intégrés de l'accueil et de l'orientation pour les personnes sans abri. Ceux-là, finalement, ils sont ignorés, mais on peut l'interpréter comme une forme de mépris. Ensuite, et ça, j'observe qu'aujourd'hui, ça met en péril l'équilibre même au sein des établissements ou services. C'est qu'il y a deux catégories de professionnels qui, du coup, existent. Il y a les aristocrates, ce sont les travailleurs médico-sociaux, qui, eux, ont droit à cette revalorisation. Par parenthèse, les directeurs n'y ont pas eu droit. Et puis, il y a tous les autres, c'est-à-dire tous les services support logistiques, qui n'y ont pas droit aujourd'hui. De fait, ça crée des tensions majeures au sein des établissements, même si, parce qu'en plus, il y a eu des propositions pour lisser au niveau des établissements et de la part des aristocrates en question, mais légalement c'est impossible aujourd'hui. Donc, considérant qu'il y a 50 000 postes vacants aujourd'hui, qui ne sont pas pourvus dans le secteur social, médico-social et sanitaire non lucratif, que dans les projections que fait Pôle emploi aujourd'hui, en 2025, il y en aura 150 000. Que même en Pays Basque, qui est un territoire extrêmement attentif, quand on fait paraître une annonce aujourd'hui, on a 100 propositions pour des postes de cadre. Et quand il s'agit de travailleurs sociaux, alors là, on frise les 200, pour vous dire. Mais même aujourd'hui, on commence à avoir, dans le médico-social, des difficultés de recrutement. Vous vivez la même chose ? Oui, on vit une énorme difficulté. On a 600 postes vacants depuis plus de, on va dire, 18 mois au moins. Donc c'est clair, c'est une évidence et c'est un grave problème. Moi je veux dire que par rapport à ce qu'a dit Madame, la mission que nous on se donne, c'est de bousculer le système. Ouais. Parce que le système, justement, il nous enferme dans des impossibilités. Ça, c'en est une, elle est majeure, mais il y en a plein d'autres. Et donc, en permanence, et notre histoire à nous, APF France Handicap, elle est construite autour de ça. D'ailleurs, elle a démarré comme ça, puisque APF France Handicap est née il y a 90 ans, de 4 jeunes qui avaient la polio, et pour lequel, je le rappelle, à l'époque, il n'y avait rien, absolument rien. Les personnes handicapées, on les cachait, ou on les mettait dans des institutions pas du tout adaptées. Donc ils ont bousculé le système, ils ont inventé une offre, et cette offre, ensuite, petit à petit, ils l'ont fait imposer au pouvoir public comme étant une offre qui méritait d'être financée par les pouvoirs publics. Donc notre rôle, il est vraiment là, c'est de nous assurer que on a des choses à dire puisqu'on accompagne les bénéficiaires, que ces personnes participent elles-mêmes d'ailleurs à ces innovations. Je
je pense par exemple à l'habitat inclusif, je pense à un tas de choses. On a besoin de bousculer le système parce que le système n'est pas adapté. Et donc, on a un grave problème de timing, c'est-à-dire que pendant qu'on fait nos expérimentations, on n'est pas financé, parfois même on engage des investissements, et à un moment donné, il faut qu'on réussisse à faire en sorte que les pouvoirs publics s'emparent, je dirais, de l'innovation ou de la démarche, de l'initiative qu'on a lancée, de façon à pouvoir la reconnaître comme, on va dire, d'utilité publique. Et donc, Madame a parfaitement raison, et c'est dramatique, et c'est très dommage qu'effectivement, avec le temps, ce qu'elle avait mis en place a disparu, mais il nous appartient, et en tout cas, c'est notre rôle fondamental. De continuer de bouger les lignes. De bouger les lignes, voilà. Mathieu Sibet. Oui, je pense véritablement que le rôle du manager aujourd'hui doit se transformer lui-même, et qu'il doit être ce facilitateur là de rupture de pensée un peu sur l'organisation, sur ce que l'on doit faire, bouger les lignes, vous dites, dépasser, voilà, c'est ça, être un accompagnateur de cette innovation, et il faut que ça imprègne l'ensemble de la chaîne managériale. La difficulté, c'est qu'on a toujours des injonctions un peu paradoxales entre le top management et puis tout en bas, et que il faut arriver à concilier les deux. Mais c'est un peu ça qu'il faut, je crois, transformer dans la posture, et ça touche aussi nos curricula de formation. Nous, comment on forme ces futurs, là c'est la casquette de responsable de formation, comment on va leur permettre aussi de penser autre chose, quoi, et de penser différemment, out of the box, quoi. Et est-ce qu'il ne faut pas plus communiquer auprès du grand public ? Envoyer une campagne gouvernementale là, sur les aides-soignantes, sur les infirmières, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas que la FEAP, alors évidemment ça coûte de l'argent, ne communique pas davantage auprès du grand public sur ces métiers, sur ces valeurs ? Oui, certainement. Enfin, je pense que pour recruter plus facilement, et pour peser plus lourd auprès du gouvernement dans les négociations à venir. Oui, c'est sûr qu'il y a... Aujourd'hui, on est dans une société de communication. Donc, forcément, il faut inventer de nouveaux outils et de nouvelles façons de voir peut-être le métier de soignant. Je réfléchissais en venant, pour nous, c'est quoi la mythologie de l'engagement ? C'est l'intellectuel engagé qui va sur le... c'est Sartre, par exemple, ou Foucault, qui ont une philosophie d'action et qui la mettent en œuvre, ou c'est le militaire qui risque sa vie. Je préfère Malraux et Camus, mais enfin bon. Évidemment. Mais c'est ça qui est un peu dans notre imaginaire collectif peut-être de l'engagement. Foucault, il a soutenu la révolution iranienne, celle de Khomeini. Alors peut-être c'est pas la bonne référence, mais en tout cas, il y a aussi, et Sartre, bien évidemment. Mais bon, ce que l'on peut dire, pourquoi pas une nouvelle mythologie autour du soignant, autour des professionnels de santé, sur le sens de l'engagement, et on l'a vu pendant la crise Covid, on les applaudissait à 20h, tous on sortait de chez nous pour les applaudir. Donc il y a matière à faire ça. Moi, le seul danger de la communication, c'est qu'on en reste à un slogan, encore une fois. Et donc il faut être aligné en interne. Voilà, on ne peut pas attirer des mouches avec du vinaigre. Et donc, il faut bien travailler aussi sur l'ensemble des leviers qu'on a identifiés, quoi. Allez, juste parce que j'étais en train de me dire qu'en fait, dans l'action sociale, on prône une discrétion qui confine à la clandestinité. Et qui fait que dans certains de nos secteurs, alors c'est aussi une manière d'éviter de rendre compte. Sauf, alors je pense notamment à ce qui s'est passé pour la prévention spécialisée, les éducateurs de rue dans le cadre de la protection de l'enfance, qui pendant des années, au nom de certains principes, notamment l'anonymat, etc., ne souhaitaient pas témoigner de leurs pratiques et rendre compte notamment aux élus. Sauf que pour être pris en compte, il faut rendre compte. Et donc, aujourd'hui, alors sans céder non plus à la communication ou à la télécommunication, la communication au loin, il faut que nous arrivions là aussi à médiatiser nos actions. Ça, c'est absolument indispensable.
Mais là aussi, ça demande un travail de long terme. Parce que nous, on a essayé de faire cela. Alors, plusieurs associations, d'ailleurs, sur le Pays Basque le réalisent, mais ici aussi en Nouvelle-Aquitaine. C'est un travail qui va prendre plusieurs années, parce que ça demande un projet de communication, et notamment avec les journalistes, avec l'ensemble des médias. Et c'est peu à peu, là aussi, qu'une confiance s'instaure. Et donc, une collaboration va se réaliser. Et qui va permettre à ces médias, parce qu'on aura cette relation de confiance, d'entrer dans la vie même des établissements. Et donc de pouvoir vérifier aussi qu'il y a effectivement des fragilités. Non, mais d'autant qu'il y a des... Oui, il y a des opportunités, hein, parce que moi, en tant que journaliste, en tant que producteur, permettez-moi de m'exprimer là-dessus, mais quand vous voulez vous faire ouvrir les portes d'un hôpital public aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. C'est vraiment interdiction de passer, interdiction de tourner de manière générale. Ou alors, ils veulent conserver le contrôle absolu de ce qu'on va faire. Et évidemment, pour nous, c'est un peu gênant. Ça suppose aussi... Moi j'ai beaucoup travaillé... Mais ça suppose de la prise de risque. Non, mais de votre part à vous, aussi de prendre le temps. J'ai beaucoup travaillé, notamment avec France Culture. Et France Culture qui venait poser ses micros, mais pendant une semaine, pour réaliser... Mais nous, c'est plusieurs mois, nous, hein, je vous rassure. Un numéro d'enquête exclusive, c'est entre 6 mois et 1 an de travail. D'accord. Mais en tout cas, ça suppose là aussi que vous puissiez instaurer une relation de confiance avec les personnes accompagnées, avec les professionnels. Parce que si ce sont juste des reportages des chaînes d'infos en continu, là c'est niet. Ils n'en font plus des reportages, ils font que des débats, hein. Ils font plus de reportages. Excusez-moi de prêcher pour ma paroisse, mais moi je dirais ouvrir aux journalistes, il faut l'ouvrir aussi aux chercheurs. Parce qu'en fait, il y a un vrai enjeu finalement dans le secteur médico-social et même dans le secteur hospitalier de comprendre le fonctionnement de ces organisations, de comprendre les mécanismes d'attractivité, de fidélisation, d'engagement. Et nous aussi, on peine à se faire ouvrir les portes des établissements quand on veut faire une enquête sur la qualité de vie au travail, par exemple. Justement, qui sont les leviers de l'engagement, on se heurte à des directeurs qui nous disent « Ah non, quand même, on ne va pas aller demander aux gens comment ils perçoivent leur travail. C'est risqué. Vous vous rendez compte? Après, qu'est-ce qui va se passer si j'ai pas les leviers ?» C'est toujours un peu touchy et toujours des discussions pour leur faire comprendre que on ne va pas mesurer pour dire que c'est 10 ou 20 la qualité de vie au travail. C'est pas ça c'est pas la note qui nous intéresse. Ce qui va nous intéresser, c'est embarquer la discussion, partir de la perception des usagers. Aujourd'hui, le pilotage RH, il se fait avec les taux de turnover, le recours à l'intérim, le taux d'absentéisme, les accidents du travail, des indicateurs a posteriori. C'est un peu comme le Titanic qui réagit mais a posteriori. Nous on dit, voilà, ouvrez la porte à des chercheurs qui ont des outils en plus validés, et pas n'importe quelle boîte de consultants qui a écrit un questionnaire sur un coin de table, et nous on va pouvoir vous accompagner. Ça demande aussi à nous chercheurs de se rendre dans des recherches actions, et pas que dans des recherches conceptuelles. Mais voilà, je voulais juste ajouter ça. Il n'y a pas que la communication avec les journalistes, et on peut être vecteur aussi, faire remonter, parce que nous aussi on a une force de lobbying auprès du ministère pour faire remonter ce qui marche. Voilà. Jean-Daniel et Thierry. Oui, ça, bien entendu, vous avez tout à fait raison. Ça suppose, ce que j'indiquais auparavant, que en tant que directeur, dirigeant au sens large, c'est-à-dire au niveau de la gouvernance, à savoir le conseil d'administration comme la direction, accepte de prendre le risque de s'exposer à la critique. J'ai vécu une expérience de ce type-là à l'initiative du Conseil de développement du Pays Basque il y a maintenant 7-8 ans. Et ils avaient identifié une dizaine d'entreprises, dont notre association, parce que je considère nos associations aussi comme des entreprises de service, en action sociale. Voilà, que les choses soient claires. Pour autant, sans avoir les mêmes finalités que l'entreprise marchande. Mais donc, ils avaient identifié un certain nombre, 10 entreprises, dont un carrossier. Et puis, ils nous avaient sollicité à nous aussi. Et là, moi, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. C'était justement sur la SQVT, la santé, qualité de vie au travail.
Et là, je me suis dit, eh bien d'accord, hein, la prise de risque maximum, il va se révéler des choses, on va ouvrir la boîte à Pandore, on pense que les choses vont à peu près bien, mais peut-être pas, et on a hésité. Et moi-même, j'ai vraiment hésité. On a accepté de prendre le risque. En fait, ça s'est plutôt bien passé, mais j'ai dû pas rendre aussi ma part de critique. Sur le plan narcissique, pour un directeur, c'est jamais toujours agréable. Et le carrossier, alors lui, ça a été le désastre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est venus, les autres structures et les autres dirigeants, on est venus l'accompagner pour comprendre ce qui se passait. Et en fait, c'était au niveau de ses salariés, le fait que il était extrêmement directif et que les jeunes qui travaillent aujourd'hui en carrosserie, ils recherchent d'autres modèles de management. Voilà, c'était de cet ordre-là. Ah, madame, je vous en prie. Voilà. Oui, si vous voulez bien vous présenter. Oui, je suis Agnès Cayette-Baudouin, je suis directrice générale de Calidial et un établissement maladie chronique rénale en région lyonnaise. Un établissement qui vient de se doter de son 3e plan stratégique avec sa raison d'être, agir avec vous pour la santé, avec un temps d'avance, et c'est tout nouveau, et pour nous ça nous aide énormément, et moi ça m'aide finalement pour entraîner nos équipes à travailler, à innover. Hier on avait Vous avez reçu un prix hier, notre patient de conseil, voilà, qui était sur la scène. Moi j'avais une question, hier j'ai entendu Louis Gallois nous dire, mais c'est curieux, dans votre monde de la santé, il l'a dit très rapidement, j'ai l'impression que vous travaillez énormément. Que vous faites énormément de choses. Et moi, quand je suis arrivée au congrès, j'ai vu tous les collègues, tous les amis, et tout le monde me disait, mais on est fatigué, on n'en peut plus, on a une charge de travail énorme. Et ça, tant au niveau des dirigeants qu'au niveau des salariés. Ma question est la suivante, c'est en fait, d'abord merci pour ces échanges qui sont d'une richesse fabuleuse sur le management, l'accompagnement des équipes, l'engagement, mais on est amené à gérer un paradoxe, c'est-à-dire à l'heure du financement à la qualité, il faut qu'on produise des indicateurs. À l'heure des certifications, il faut qu'on trace tout ce qu'on fait. Donc, finalement, sur 1 heure de travail, eh bien, il y a une demi-heure de traçabilité informatique avec un numérique qui génère du silotage. On parle de désiloter, mais quand vous arrivez à désiloter les mails, c'est pas si facile que ça. Donc ma question, elle est un petit peu là. Comment est-ce qu'on peut gérer finalement ce management avec tous ces impératifs de traçabilité, de numérisation, qui ne se prêtent pas tant que ça à qui font peut-être des contre-effets à cette dynamique managériale. Ça, c'est le drame de l'État Léviathan. Plus il est incompétent, plus il étend son pouvoir de contrôle. Et c'est terrible, hein. Et ça se vérifie dans tous les pays d'ailleurs. Oui, je crois qu'on est tous confrontés à la même chose, effectivement. Il n'y a pas de baguette magique qui permette de... Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle par rapport à ça. Et c'est vrai que chez APF France Handicap, par exemple, on vit des situations très très difficiles auprès de certains managers et de tous les salariés. C'est très clair. Après, c'est vrai aussi qu'on se doit justement pour utiliser une expression de Denis Piveteau, qui a sorti un rapport sur l'attractivité des métiers. Et donc, juste pour rebondir sur les échanges qu'on vient d'avoir, l'attractivité des métiers, bien sûr, ça passe par un axe médiatique, bien sûr, ça passe par un axe recherche, mais ça passe par un tas d'autres choses. Il y a un rapport, je ne sais pas quelle épaisseur il fait son rapport, donc Denis Piveteau, sur l'attractivité des métiers. Il parle d'enchantement, de réenchanter les métiers du médico-social. Alors effectivement, on parle de réenchantement dans un contexte extrêmement tendu, où en matière de temps de travail, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que l'engagement est nécessaire, mais on travaille bien plus qu'on le devrait. Et d'ailleurs, je crois que je dois avoir peut-être même une collègue dans la salle qui me dit même que l'engagement a des effets pervers, puisque les gens travaillent de manière complètement, débridée et disproportionnée. Donc c'est le côté, le danger finalement aussi de l'engagement, c'est que ça pousse à aller aux extrêmes. On va travailler bien au-delà de ce qui est sain. Monsieur ? Oui.
Oui, bonjour. Vous je suis m'entendez, Étienne Pau, oui. je suis médecin, je suis directeur médical à la Fondation John Bost, donc 40 établissements et services qui prennent en charge dans le sanitaire et le médico-social du polyhandicap, des troubles du spectre de l'autisme et du handicap psychique. Par rapport à toutes ces réflexions très intéressantes sur le management, je voulais aussi rappeler que dans le secteur médico-social comme dans le sanitaire, il faut aussi qu'on soit capable d'analyser nos faiblesses. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de la santé mentale, je rappelle qu'en France, on a 7 ans de retard diagnostique dans la prise en charge de la schizophrénie. Et que donc vouloir s'affranchir des normes dans le cadre du management, parce que c'est de temps en temps une phrase que j'entends, etc., il faut quand même garder en tête que c'est valable à l'unique condition que ça ne représente pas une perte de chance pour les personnes que l'on accompagne, qui ont besoin d'une réévaluation diagnostique et thérapeutique pour vivre justement plus en autonomie, accéder à des prises en charge et à des traitements qui sont les plus modernes. Et en France, très sincèrement, on est en retard. Donc je ne voudrais pas qu'on parte sur... Moi, ça m'inquiète toujours, ça, cette idée du flottement finalement dans le management qui viserait un peu à dire chacun va se gérer un peu à sa façon. La réalité, c'est que les métiers de notre secteur sont des métiers structurants pour les personnes, mais ce sont aussi des métiers qui doivent être structurés. Et donc l'organisation du travail dans notre secteur, elle est fondamentale. Ça implique des outils informatiques et de la traçabilité, même si je rejoins ma collègue, ça engendre des difficultés, mais sans doute plus liées à l'ergonomie de ces outils métiers, où là aussi le secteur médico-social est extrêmement en retard dans la mise en place d'outils informatiques de qualité permettant la traçabilité. Et je voulais aussi rajouter un autre point très rapide, qui est que sur les métiers, à la Fondation John Bost, on a réalisé une enquête auprès de tous les jeunes infirmiers et infirmières qui nous avaient rejoints. Et on se rend compte que ce qui ressort, c'était un questionnaire sur leurs appétences, qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils voulaient rester à la Fondation John Bost ou même partir. La plupart ont dit que c'était pas tant le niveau de revenu, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un effort à faire, hein, c'est certain, mais ce qui ressortait en premier, c'est on a besoin de se réunir par corps professionnel, c'est-à-dire que c'était pas du corporatisme, mais c'est de se retrouver autour de ses compétences métiers. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a besoin de faire plus d'actes techniques correspondant à notre formation, c'est-à-dire qu'on a besoin de retrouver ce qu'on a appris pendant nos études. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de fondamental. Ma peur, c'est qu'en ce moment, parce qu'on le vit à la Fondation John Bost comme partout, avec la fuite des ressources humaines, on soit dans un management qui soit beaucoup plus lâche, en disant c'est pas grave, enfin lâche avec les deux significations du mot, où globalement on puisse dire écoutez, c'est pas grave, vous organisez un peu comme vous voulez, parce que sinon on a peur que vous partiez. En réalité, c'est pas vrai. Je pense que les salariés, ils ont besoin qu'on leur dise quel est le cap, où est-ce qu'on va, et surtout ils ont besoin qu'on puisse évaluer nos actions. Dans notre secteur, on a besoin de savoir si au bout de 5 ans, quelqu'un qui est dans une maison d'accueil spécialisée, qui a par exemple un trouble du spectre de l'autisme, est-ce qu'on a progressé? Est-ce que cette personne est plus capable de communiquer? Est-ce qu'éventuellement elle va pouvoir aller en milieu autonome? Est-ce que si elle souhaite un appartement, on va pouvoir lui proposer? Et ça, il faut qu'on sache aussi évaluer. Et nos professionnels, contrairement à ce qu'on pense de terrain, ils ont besoin de ça, ils sont demandeurs de ces outils-là. Donc structurons. Mais ça, c'est la discipline qu'on s'applique à soi-même. On n'a pas forcément besoin de l'œil de Moscou de l'État pour vérifier tout ça. Ah moi j'interviens pas au nom de l'État, hein, donc que l'État veuille faire quelque chose, ça c'est une chose. Je dis au sein de nos organismes gestionnaires, en tout cas, je pense qu'on peut proposer des outils de management et dire aux professionnels, oui, il y a certaines choses qu'il faut remplir. Une grille d'évaluation de la douleur, ça se remplit pas une fois par an sur quelqu'un qui a des douleurs chroniques, ça se remplit de façon régulière. Enfin voilà, il y a un cadre à donner et il faut pas avoir honte de le dire aussi. Vous mettez vous-même vos cadres, j'imagine aussi. Oui, bien sûr. Enfin, je pense que vous avez raison de rappeler ça. C'est pas un management anarchiste, quoi. Hein voilà, où chacun peut faire ce qu'il veut. Non, un management transformationnel, c'est un management qui est exigeant, et donc exigeant aussi sur les compétences professionnelles et sur les cadres d'exercice de ces compétences. Et il y a des règles de bonne pratique professionnelles qu'il faut connaître, voilà, et qu'il faut avoir le temps d'ailleurs de diffuser aussi et d'ingurgiter. Donc oui, moi je suis d'accord avec vous. Je pense que par contre, les systèmes de reporting, d'indicateurs, etc., embolisent un peu quand même le temps métier et déportent l'expertise de ces professionnels sur un temps administratif. Voilà. Est-ce que là, on ne pourrait pas imaginer des organisations qui soulagent ce temps administratif? Un peu, voilà, il y a eu les productivités quand la machine a pu remplacer l'homme et a évité pas mal de pénibilité. Eh bien, il y a une pénibilité administrative quand même.
aujourd'hui et qu'il faudrait quand même, je pense, c'est le rôle justement du top management de trouver les solutions pour dire on va développer des nouveaux métiers d'assistants, de gestion, dont c'est la formation, voilà, enfin un peu mieux répartir ça, voilà, et puis essayer de voir aussi ce qui est juste et utile. Si la part de l'administratif est trop importante, c'est ce qu'on vit en Angleterre. On a fait notamment un reportage là-dessus il n'y a pas longtemps, et un médecin généraliste dans le public doit passer pas plus de 10 minutes sur un patient. Pas plus de 10 minutes. Au-delà, il est sanctionné. Quand même invraisemblable. Donc c'est dans ces excès-là qu'il faut éviter de tomber, évidemment. Moi, je voudrais rajouter que, et pour rebondir tout ça, que monsieur a raison aussi sur le fait que, et là je m'exprime par rapport à mon ancienne vie d'industriel, que les outils... Ah oui, à l'époque où vous étiez dans l'industrie, il y a longtemps, et dans le privé. Voilà, c'est ça. C'est terrible. Que les outils et vous passez votre temps à vous faire pardonner depuis, non? J'essaie, c'est très dur, c'est très dur. Les outils à disposition du secteur sont très en deçà, effectivement, de ce qu'ils devraient être. Et donc, ça signifie qu'il va falloir investir. Et ça signifie qu'il faut que les pouvoirs publics prennent conscience que, effectivement, les demandes administratives diverses et variées ne peuvent pas aller sans un vrai investissement national sur l'outil général. Un exemple, j'ai rencontré la semaine dernière le ministre du Travail et je me plaignais du fait que d'une région à l'autre, les aides dans les entreprises adaptées sont totalement, je dirais, désordonnées, pas du tout homogènes, pas du tout aux endroits où elles devraient être. Sachant qu'elles sont complètement cloisonnées, on ne peut pas basculer une aide d'un tel département vers un autre. Il m'a expliqué que il allait y remédier, après ça fait des années que ça dure, mais il allait y remédier en mettant en place un outil informatique qui allait permettre justement de pouvoir piloter les aides. Et donc il va falloir un an et demi pour mettre en place cet outil, mais ça veut bien dire que quand on veut traiter un sujet de fond comme ça, et là en l'occurrence on le vit tous, il va falloir investir, il va falloir déjà reconnaître cet investissement, il va falloir le faire. Parce que sinon c'est de la souffrance. C'est du temps manuel. Monsieur Elitchiri. Je pense que, en fait, tout cela repose sur le fait que, dans les pouvoirs publics, de manière générale, une partie de l'opinion aussi, il y a une forme de suspicion quant à la production du travail social, médico-social. Et qu'il y a un fantasme de recherche d'une objectivation absolue de ce qui est au cœur du métier, c'est-à-dire la relation. Au moins la relation éducative, psychologique. Ensuite, du côté sanitaire, il y a aussi des gestes techniques, évidemment. Mais arriver à cerner la réalité de ce qui est produit, c'est-à-dire la subjectivation, c'est parce que j'ai aussi été dans l'administration à un moment donné de ma carrière, donc ça je l'ai constaté de la part de mes collègues, une obsession qui, surtout pour certains qui avaient des formations de juristes, n'arrivait pas. Or, la formation de juriste aujourd'hui, c'est le lot de la plupart des inspecteurs de l'aide sociale à l'enfance. Auparavant, ils étaient formés, c'était les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale qui étaient formés à Rennes, à l'EHESP. C'est plus trop le cas. Donc, par rapport à ça, en fait, en tant que dirigeant, il faut veiller à réduire la part de l'informel. Il faut veiller à réduire la part de l'implicite. De l'incertitude. Absolument. Mais viser une objectivation absolue, mais c'est éminemment dangereux aujourd'hui, particulièrement dans nos métiers. Et c'est, je crois, ce qui... Il n'y a de richesse que d'hommes. Et le piège absolu pour à la fois les institutions, mais aussi pour l'attractivité de nos métiers. Merci. Monsieur ? Oui. Est-ce qu'on m'entend là, oui?
On vous Oui, entend. bien. Alors, je suis Christian Codorniou, je suis aujourd'hui président de l'Union sanitaire et sociale pour l'accompagnement et la prévention qui exerce ses activités sur 2 départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Donc, psychiatrie, médico-sociale, personnes handicapées, enfin, l'éventail habituel. Et préalablement, je le précise parce que je vais parler de mon point de vue, j'étais directeur d'hôpitaux généraux, publics, et directeur d'hôpital privé faisant fonction de public pendant 20 ans et qui s'est transformé en association hospitalière de Bretagne. Voilà, moi je voudrais revenir assez précisément à l'énoncé de ce thème, parce qu'on a beaucoup évoqué le management et autres, mais le thème c'est bien l'engagement, un mode de management propre au privé non lucratif. On en est bien là, d'accord ? Alors, j'ai entendu beaucoup, effectivement, de développement. Et moi, je voudrais vous dire, et je parle là uniquement de mon expérience, hein, c'est pas, je ne représente personne, je voudrais dire que l'engagement, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est une condition préalable, c'est une condition nécessaire. Que l'on soit dans le public ou que l'on soit dans le privé, mon expérience professionnelle m'en fait témoigner. C'est ce que j'ai cru comprendre à travers nos échanges. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne me suis pas attardé là-dessus. C'est quoi qu'il en soit, quand on s'engage dans ce métier, on s'aperçoit rapidement, hein, compte tenu de la matière, entre guillemets, que l'on traite, qui est quand même la matière humaine, si je puis dire, on s'aperçoit que l'engagement, il est de fait. Et le fait que l'on s'appelle privé, alors je parle du privé à but non lucratif, bien sûr, et public, eh bien, c'est de fait. On ne peut pas s'engager dans ces métiers, on ne peut pas rentrer dans ces métiers si on ne s'y engage pas. Donc, pour moi, il n'y a de ce point de vue pas de différence. La grande difficulté, c'est pas l'engagement, puisque je dis il est de fait, c'est de maintenir l'état d'esprit qui a été celui de votre engagement tout au long d'une carrière. C'est ça la difficulté. C'est de faire en sorte que, eh bien, on ait cette flamme, si je puis dire, qu'on ait ces préoccupations envers des autres, envers les autres humains, je dirais comme Villon entre les frères humains, comme il le dit, et c'est d'avoir cette passion de l'engagement et de maintenir la flamme de l'engagement. Alors, cette flamme de l'engagement, elle peut passer par un certain nombre d'éléments. Vous avez évoqué le management. Oui, le management en est une qui permet effectivement d'aménager ou d'entretenir cette flamme, comme je l'ai dit. Mais on a beaucoup parlé aussi de contraintes. Pour avoir dirigé des hôpitaux publics et pour avoir dirigé des hôpitaux privés, je voudrais rappeler aussi que pour les gestionnaires que nous étions, il y a aussi des espaces de liberté dans lesquels on peut aménager le management un peu comme on l'entend. On n'est pas uniquement dans un cadre de contraintes. Rien ne vous empêche de provoquer des réunions avec votre encadrement, rien n'empêche d'avoir des méthodes beaucoup plus innovantes que celles qui n'existent pas. Et il faut dire aussi, je tiens à le dire aussi, c'est qu'on manque un peu peut-être de réflexion dans notre milieu, parce qu'on s'est toujours inspiré des méthodes qui venaient de l'extérieur. Moi, j'ai connu les cercles de qualité qui venaient du Japon, qui venaient de l'usine, j'ai connu le budget global qui venait de Québec, j'ai vu le management à l'américaine dont on parle, qui sont tous très bien, et je pense qu'on n'a pas su créer dans notre pays une idéologie, entre guillemets, ou en tout cas les éléments propres à notre propre gestion de nos établissements. Un mode de management qui nous est propre. Alors peut-être il n'y en a pas, hein, ou peut-être faut-il s'inspirer des autres. Et je pense, parce que je rejoins ce qu'a dit une dame tout à l'heure, qui a créé un hôpital de jour dans une région que je connais bien. On est passé de l'engagement dans beaucoup de métiers, et je pense que même c'est dans quasiment tous les métiers, on est passé de l'engagement au militantisme. Et quand je dis le militantisme, je pense plus particulièrement à la psychiatrie. Quand vous rentrez en psychiatrie dans les années 70, 60, je l'ai connu, c'est vous rentrez dans la situation asilaire la pire qu'il pouvait exister dans notre pays. Et là, ça n'était pas uniquement une attitude professionnelle que l'on avait et que l'on devait entretenir, c'est une attitude effectivement militante. Il fallait mettre fin à ces grands asiles, à ces grandes concentrations asilaires. Donc c'était le mouvement de ce qu'on a appelé l'antipsychiatrie. Pas uniquement. L'antipsychiatrie, c'est autre chose. C'est un phénomène qui est un petit peu radical, l'antipsychiatrie. Non, là, il s'agissait tout simplement de mettre en place, de se saisir d'une circulaire, qui était la circulaire de 1960. Vous voyez, la psychiatrie a eu cet avantage, ou cet inconvénient, de ne jamais être gérée par une loi jusqu'en 1985. Il y a eu 1838-1985, et c'est une circulaire qui a organisé la psychiatrie, et notamment le dispositif de secteur. Donc, parlez bien près du micro, si vous voulez bien. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on passe rapidement dans nos métiers, et pas uniquement en psychiatrie, c'est également à l'hôpital général, quand on a des enfants, quand on a des personnes en situation déficitaire, on est véritablement engagé. Mais ça, c'est de fait, ça n'est pas une question qui est portée sur le diplôme, et ça n'est pas quelque chose que l'on s'invente. Alors, ce que je voudrais aussi terminer, ce que je crois, c'est que pour qu'il y ait un engagement fort, il faut qu'il soit au service d'une grande cause. Et c'est à nous de trouver les grandes causes dans nos établissements pour que cela se fasse.
Merci beaucoup, monsieur. C'était très précieux, votre intervention. Merci encore. Peut-être un petit mot de commentaire avant de se quitter ou une conclusion, si vous voulez bien. Non, qui prend l'engagement est une aventure. Bon, merci beaucoup à tous. On se retrouve ici vers 11. Ah, madame, vous avez peut-être une question. Je suis désolée, j'avais juste... Alors, c'était pas une petite question, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat. Je suis directrice à l'APF, je gère les établissements de la Corse et services. Alors, vous m'excuserez si je mets mal à l'aise mon directeur général, mais j'avais une question. Vous parliez tout à l'heure de votre travail de journaliste, et moi, j'aurais aimé savoir pourquoi... Dans toute l'actualité, on a beaucoup de reportages qui mettent à défaut un petit peu le travail des professionnels. Je trouve qu'on peine à mettre en valeur... Vous parlez peut-être du dernier Zone Interdite où il y a quelques semaines. Alors, sur très honnêtement, l'aide sociale à l'enfance. Je suis très engagée dans mon travail et dans ma famille. Je suis des enfants en bas âge, donc je ne regarde plus les émissions. Malgré tout, je regarde quand même les titres. Et je trouve ça dommage, en termes d'attractivité, qu'on subisse un petit peu les reportages qui sont faits. Je trouve ça dommage qu'on ne mette pas en valeur le travail le travail des professionnels. Je trouve que beaucoup de reportages qui sont faits, on parlait tout à l'heure de suspicion quand on reçoit des reportages ou des interviews. Voilà, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de un reportage les engagés. Je ne dis pas qu'il faut qu'on mette plus trop en valeur le travail qu'on fait. Je trouve qu'il faudrait qu'on ait un équilibre entre... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de dérive, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir... Mais je trouve ça dommage. En termes d'attractivité, on subit un petit peu les actualités alors qu'il y a un travail formidable qui est fait sur le terrain. Et je le vois, nous, quand on fait avec la presse locale, on est souvent sollicité pour des demandes des familles ou autres. Quand on veut mettre en valeur le travail des professionnels, c'est très difficile. Et c'est à titre personnel que j'interviens, je trouve ça dommage. Et je trouve que ça nous peine, ça nous met en difficulté quand on parle d'attractivité et quand on est des professionnels engagés, et je trouve que c'est pas forcément mis en valeur. Ou en tout cas, je trouve qu'il y a un déséquilibre entre l'opinion publique et le travail que nous, on perçoit sur le terrain. Je regrette que vous ayez... Et vu les applaudissements, oui, il y a évidemment un malentendu. En tout cas, moi, je regrette que vous ayez cette perception, parce que c'est pas du tout la perception que j'ai. Et d'ailleurs, vous dites vous-même que vous ne regardez pas beaucoup la télévision. Vous devriez peut-être la regarder un peu davantage, parce que je pense que les magazines comme Zone Interdite, comme Enquête exclusive, mettent aussi en exergue, à la fois on soulève les problèmes, et on met aussi en exergue les gens qui résolvent les problèmes et trouvent des solutions. Et franchement, je trouve qu'à la télévision française, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle des reportages magazines, où on est au plus près des gens, au plus près des institutions, de la vie des institutions, des organismes, quels qu'ils soient, et on met très souvent en valeur des gens qui effectivement sont à la pointe voilà, de la révolution sociale et de la révolution technologique, et qui font avancer la société et qui s'engagent. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ce métier, c'est parce que ça me permet de rencontrer des gens exceptionnels dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la santé. Donc je suis vraiment navré que vous ayez cette perception, et je trouve ça un tout petit peu injuste. Mais voilà, après, c'est pas un débat sur les médias, donc je vais m'arrêter là. Moi je voudrais quand même vous aider et vous dire que je considère, moi, que j'ai une part de responsabilité dans le fait que je ne vous interpelle pas justement pour que des émissions aient lieu sur ces questions-là. C'est à nous de vous interpeller. Vous allez effectivement là où, quelque part, vous estimez, on vous entraîne dans telle ou telle situation. Moi, je considère que je ne fais pas mon métier si je ne vous sensibilise pas et je vous donne pas l'occasion, effectivement, de faire un reportage ou de mettre ça en valeur. Donc c'est nous. Le problème, plus que vous, plus que les médias. C'est à nous, véritablement, en tout cas pour moi je le prends pour moi. Et j'entends bien, justement, dans les mois qui viennent, y travailler. Ça fait partie du plan d'action au sein d'APF France Handicap qu'on s'est donné dans notre raison d'être, justement, d'alerter un petit peu les médias, de façon à ce que ces choses-là changent. On est responsable de ça. J'en prends la responsabilité, en tout cas pour ce qui nous concerne.
Oui, moi ça m'évoque, je vais faire un parallèle, ça m'évoque, je suis plus spécialiste de questions de santé et de qualité de vie au travail, et vous savez que pendant des années on a porté le focus sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, et finalement en s'intéressant au travail qui rend malade. Et à la maladie, quoi. Et avec une approche de gestion du risque qui est plutôt dans la réparation ou dans la protection. Aujourd'hui, et je vais plaider pour ça, il faut promouvoir le travail qui peut épanouir. Et c'est une dimension extrêmement importante. Et donc les démarches, le mot est peut-être qu'un peu galvaudé des fois aujourd'hui, de qualité de vie au travail ou qualité de vie et des conditions de travail, mais les démarches qui visent à mieux vivre son travail, mieux vivre l'expérience au travail, eh bien, sont des démarches qui sont un peu des portes d'avenir, à mon avis, pour les établissements. Et il faut s'engager véritablement là-dessus, parce qu'elles viennent mettre le focus sur ce qui fait ressource dans l'organisation. Et donc discuter avec les gens de leur travail, et pour dire pourquoi vous vous sentez bien, ou qu'est-ce qui va peut-être un peu moins bien, mais va aider, à mon avis, à ça. Et quand j'étais, alors par contre un regret que j'ai, parce qu'il y a les médias, mais aussi il y a les pouvoirs publics, c'est dommage que le ministre de la Santé soit plus là, mais je lui aurais bien dit qu'il y a eu une stratégie prendre soin de ceux qui nous soignent, Marisol Touraine en 2017, et que à la suite de ça, moi j'ai été nommé comme expert qualifié à l'Observatoire national de qualité de vie au travail, et on était chargé justement de faire ces remontées positives des organisations du secteur. Mais on était chargé, alors, une petite bande d'experts, bénévolement, un mi-temps simplement au ministère, qui s'occupe de la qualité de vie au travail. Et on a demandé à Olivier Véran plusieurs fois, avec des rendez-vous, en lui disant « mais il faut une feuille de route QVT, en plus du Ségur, qui n'est qu'un Ségur salarial, on n'y arrivera pas autrement. » Et finalement, bon, il y a eu le Covid, il y a eu, etc. Mais c'est pas un sujet pour l'instant, et j'espère, alors plutôt le transformer positivement, que ça va être le sujet de François Braun, la qualité de vie au travail et la traduction dans une feuille de route très concrète aujourd'hui. Vous rajoutez quelque chose ou pas, non? Oui, en fait, c'est peut-être la question centrale, c'est celle de la transmission aujourd'hui. C'est comment transmettre ce qui est au cœur de parfois une relation passionnelle avec son métier, de ce qui fait le sel de justement le choix que nous avons fait les uns ou les autres de nous engager dans cette voie. Et ce que là aussi j'observe, c'est que d'une part, il est nécessaire, comme vous le disiez, d'ouvrir les portes. Ça, c'est de notre responsabilité. Mais à condition, et sur condition, ce que j'indiquais auparavant, c'est qu'il y ait un modus vivendi avec les médias qui soit mis en place. Il faut faire confiance, c'est comme avec vos salariés. Pardon ? Il faut faire confiance. Oui, bien sûr, mais sauf que, attention, il y a le directeur est garant de l'ensemble de l'institution. Et donc, il doit aussi garder le contrôle, un certain contrôle. Voilà. Le deuxième élément, c'est que ce que j'observe, c'est qu'il y a un nombre aujourd'hui beaucoup moins important de professionnels qui acceptent des stagiaires, d'accompagner des stagiaires. Et vous savez pourquoi? C'est parce que depuis 2-3 ans, il faut avoir l'agrément d'un établissement, il faut que le stagiaire soit dans une filière universitaire ou de l'enseignement supérieur, il faut avoir une lettre de l'établissement scolaire ou universitaire. Alors, il y a beaucoup de stagiaires que je refuse parce que, alors que je le faisais auparavant, des gens qui étaient sans emploi notamment et qui voulaient découvrir un métier, et on ne peut plus les accueillir pour ces raisons-là. Et en même temps, au moins dans le social, beaucoup de professionnels considèrent aujourd'hui les stagiaires comme une charge, alors que fondamentalement, ça fait partie du métier. Absolument. Et donc, par rapport à ça, les instituts de formation travailleurs sociaux, aujourd'hui, au moins ceux avec qui je suis en contact, en Nouvelle-Aquitaine, éprouvent de plus en plus de difficultés à trouver des terrains de stage pour les étudiants. Et ça, c'est la question de la transmission, et je pense que là, les pouvoirs publics et les associations ont vraiment un effort à faire dans ce sens-là.
pour valoriser et être transparent, beaucoup plus transparent quant au fonctionnement de nos institutions, souvent si opaques. Merci beaucoup. Et puisqu'on parle d'engagement, j'ajouterais un élément personnel, c'est que moi je suis engagé dans un établissement de la FER, puisque je suis au comité de soutien de l'hôpital Foch, qui m'a demandé il y a quelques années de les rejoindre pour leur donner un peu plus de visibilité, les aider à aller chercher de l'argent. Donc voilà. Et par ailleurs, je perçois mon métier de journaliste comme un engagement, et l'information, c'est ce qui relie les hommes, que ce soit en France, dans les territoires ou ailleurs. Et j'ai créé il y a un an, pour répondre aussi à la critique sur ces journalistes qui ont mauvais esprit, un média qui s'appelle Néo, qui est un pure player et qui s'intéresse à la vie dans les territoires et à tout ce qui est positif dans les territoires. Et j'en suis très fier, et ça marche très bien. Voilà, merci. On fait une petite pause d'une demi-heure et on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle table ronde autour des défis du système de santé demain.